Mesdames, Messieurs, bonsoir. Nouvelle perfusion financière et militaire américaine pour l'Ukraine, mais pas que. Cette semaine, les deux chambres du Congrès américain ont fini par trouver un compromis sur le plan promulgué et pensé par le président Joe Biden. Il s'agit de 4 textes séparés. Alors en plus de nouvelles sanctions contre l'Iran, il s'agit aussi et surtout de débloquer une enveloppe budgétaire conséquente. 95 milliards de dollars en faveur de l'Ukraine majoritairement, soit 61 milliards, ainsi que 13 milliards de dollars d'assistance militaire pour Israël et plus de 9 milliards sont prévus pour répondre aux besoins urgents d'aide humanitaire à Gaza et à d'autres populations vulnérables dans le monde, selon un résumé du texte du projet de loi. Sans oublier Taïwan, avec une enveloppe de 8 milliards de dollars, avec des aides militaires, mais aussi des aides d'investissement économique en concurrençant les gros projets chinois dans les pays en développement. Il y a aussi, et sur un autre registre, le projet de loi qui prévoit l'interdiction de TikTok aux États-Unis si le réseau social ne coupait pas les liens avec sa maison mère ByteDance et plus largement avec la Chine. Selon le média américain Politico, Washington envisage d'envoyer les conseillers militaires supplémentaires en Ukraine au moment où la Russie prend l'avantage. Des questions restent cependant en suspens. Une en particulier. Le soutien à l'Ukraine devrait-il reposer sur le principe de « aussi longtemps qu'il le faudra » ou de celui de « quoi qu'il en coûte et le plus tôt possible ». Question existentielle à quelques mois d'un tournant électoral décisif pour les États-Unis et par ricochet pour le monde entier. Pour le débat de ce soir, je reçois en plateau, on va parler de beaucoup de questions relatives aux stratégies militaires et de sécurité, et il s'agit de la sécurité nationale américaine dans ces projets de loi adoptés. J'ai le plaisir de l'accueillir sur le plateau à nouveau de questions d'actu, le colonel Hassan Saoud. Bonsoir colonel et bienvenue. Bonsoir madame, à vous et à votre invité, monsieur Calvin Dark. Monsieur Calvin Dark, que nous accueillons tout de suite depuis Washington. Il est analyste politique américain. Bonsoir Calvin Dark, merci à vous également de vous joindre à nous pour le débat ce soir. Bonsoir. Donc avant de parler justement de ce texte de loi, d'abord, qu'est-ce qui a fait que ce texte a finalement pu être voté et donc engranger une majorité des votes dans les deux chambres? Je commencerai peut-être par Calvin. Donnez-nous d'abord une idée comment les démocrates, mais surtout les démocrates étaient bien sûr convaincus et ils sont ralliés à ce plan du président Joe Biden. Mais qu'est-ce qui a fait changer d'avis aux républicains pour adhérer à ce plan de Joe Biden? Oui. Je crois qu'il y a deux choses très importantes. La première, c'était la réponse, les attaques d'Iran contre Israël. Parce qu'on savait avant que le financement militaire pour Israël, c'était dans le même projet de loi avec l'Ukraine et Taïwan, mais il n'y avait pas d'urgence de la part des républicains pour mobiliser dans la Chambre des représentants. Mais après les attaques, parce que leur position électorale, c'est que les républicains soutiennent de manière plus forte Israël. C'était impossible de laisser passer 2-3 semaines avant le vote sur Israël. L'autre chose, c'est que Mike Johnson, conservateur, le speaker, le président de la Chambre des représentants, il était contre tout financement à l'étranger avant le problème à la frontière. Elle a dit qu'il faut protéger notre frontière avant la frontière en Ukraine. Mais la Maison-Blanche, avec les républicains au Sénat, ils ont eu une réunion d'informations classifiées, classified information, sur les avantages militaires de la Russie dans leur guerre contre l'Ukraine. Et ça, avec l'exigence d'aider Israël à bouger les républicains. Mais il faut signaler est-ce que normalement, justement, les administrations ne sont pas séparées? Est-ce que, par exemple, la Maison-Blanche peut faire pression sur d'autres départements, notamment de la Défense, pour déclassifier des documents classifiés et les partager avec des sénateurs républicains, comme ce fut le cas là?
Oui, oui, parce que dans notre système, on a beaucoup appris ça pendant le mandat de Donald Trump, parce qu'il a beaucoup utilisé ça. Le président est le président seul, il a le pouvoir de déclassifier l'information. Okay. Et aussi, il y a, on s'appelle en anglais Group of Eight, le groupe du 8, c'est-à-dire le président, vice-président, le leader dans le Sénat, la Chambre de représentants des deux partis et les autres présidents des commissions. Et après ça, Mike Johnson, il a dit qu'après avoir vu l'information classifiée, la Russie avait l'avantage. Et il faut signaler aussi que il avait dit, OK, on va faire le vote dans la Chambre de représentants et les républicains, ils vont faire ce qu'il faut faire. Mais en réalité, c'était des démocrates. La majorité des républicains ont voté contre le projet de loi, mais avec le soutien des démocrates, il a réussi. Alors maintenant, il est en danger de perdre son poste parce que, en fait, c'était lui avec les démocrates qui ont promulgué la loi et pas avec la majorité des républicains sur la question sur l'Ukraine. Exact. Peut-être un peu plus ou des informations complémentaires justement sur le détail du vote, colonel Saoud, ce que vous avez décelé dans les tendances de ce vote entre républicains et démocrates en l'occurrence. Il faut signaler, comme vient de le dire votre invité, que nous sommes là dans une configuration particulière, c'est la majorité bipartiste. C'est-à-dire que les deux chambres se réunissent sur un projet parce qu'il n'y a pas de majorité ni d'un côté ni de l'autre. C'est le cas de figure. Par exemple, on va voir le Congrès dans ces deux parties. Sur 435 membres de la Chambre des représentants, 311 ont voté oui et 112 ont voté non. Oui. Et évidemment, 133 des MAGA reste quand même le socle de M. Trump. Sur le vote au Sénat, c'est évidemment la même chose, un vote de 79 pour et 18 contre, et c'est 31 républicains qui ont rejoint le vote positif. Donc vous voyez là, quand même, malgré cette majorité bipartiste, la société américaine est véritablement clivée dans sa composition. Mais là, c'est, comme vient de le dire votre invité, il y a eu, vous savez, le président Biden est un excellent négociateur. Qu'est-ce qui vous fait dire cela, colonel Saoud? Parce que vous savez ce qu'on reproche un peu aussi à ce président qui est en fonction, au président Biden, c'est que justement, il ne sait pas assez négocier. Bon, du coup, il y a beaucoup de complications. Il a réussi pas mal de négociations, mais là, il a délégué la négociation à des services. C'est d'abord Mike Johnson, dans ce qui s'appelle évidemment le classified briefing, c'est-à-dire le briefing classifié, c'est-à-dire donner des informations secrètes déclassifiées à des responsables pour les aviser sur une situation grave. Et là, les renseignements qui venaient d'Ukraine, étaient graves, à savoir que l'Ukraine risquait une nouvelle offensive et qu'elle était à court de matériel anti-aérien, à court d'obus, à court d'armement et évidemment dépourvu d'aviation. Il y a aussi l'intervention du chef du Pentagone, Lloyd Austin, et évidemment le président de la Chambre des représentants a été briefé, mais il a été rendre visite également le 12 avril au candidat Trump pour lui rapporter ce qui s'était dit et pour lui dire que je me rallie à... Donc il y a toutes ces interventions en amont qui ont fait qu'ils ont changé, que certains républicains ont changé. Il ne faut pas oublier non plus la visite du président polonais qui a rendu visite à Trump.
J'imagine qu'ils ont discuté de ça et on connaît la position de la Pologne par rapport à ce problème. Donc il y a un tas de facteurs qui ont fait qu'on était convaincus que sans l'aide urgente à l'Ukraine, la situation risque d'être irréversible compte tenu du gain de terrain. Zelensky l'a clairement exprimé il y a quelques semaines. Il a dit si vous laissez tomber l'Ukraine, on perd la guerre. Vous avez raison, j'allais y venir, mais il y a aussi l'inquiétude croissante des pays baltes et tout dernièrement la Finlande. Et donc c'est tout un ensemble d'informations qui est arrivé aux États-Unis pour tirer la sonnette d'alarme sur la gravité de la situation et sur le risque que cela pourrait avoir sur les nouveaux pays de l'OTAN, notamment les pays baltes. Et donc, ça a permis de renverser quand même l'état de choses. Quand on voit, évidemment, les textes qui ont été votés, et vous y avez fait allusion, il y a cette manne financière importante. 95 milliards de dollars, 95 milliards, évidemment. C'est pour l'Ukraine. Mais il faut savoir que... 61 pour l'Ukraine, oui. 61 pour l'Ukraine, mais elle était quand même assez agencée, de manière à ce qu'elle reçoive directement quelque chose comme 13 à 14 millions. Et le bénéficiaire de tout ça, c'est vrai, c'est l'Ukraine, mais il y a aussi tout le complexe militaro-industriel américain qui va recompléter ses stocks, qui va reconstruire des armements, et ça fait partie de cette manne financière. Et donc, il y a 14 milliards pour l'acquisition des équipements. Il y a, sur l'Ukraine, il y a 13,4 milliards de dollars pour le recomplètement des stores américains. Il y a 13 millions pour l'acquisition des systèmes de défense antiaérien et il y a 9 milliards de dollars pour l'assistance économique et il s'y ajoute une enveloppe de ce qu'ils appellent les diverses opérations dans la région, à savoir l'environnement de l'Ukraine. Exact. Mais bon, 60 milliards de dollars quand même, c'est assez important, presque de 61 milliards pour l'Ukraine. Ça fait presque le PIB du Luxembourg. C'est quand même un montant important. Je vais peut-être revenir tout à l'heure pour discuter de ce que cela représente militairement avec vous, colonel Saoud. Mais je tourne vers Calvin Dirk. Je pense, Calvin, que c'est l'une des plus grosses, ou c'est un des plus gros déblocages d'aide pour l'Ukraine. On parle de 61 milliards de dollars. Est-ce que cela, parce que colonel Saoud a parlé tout à l'heure de clivage, en tout cas justement de cette politique. Bipolarité aussi de la société américaine, comment cela peut jouer en faveur du candidat, pas du président cette fois, du candidat Biden aux prochaines élections, alors qu'il y a beaucoup d'Américains qui disent, et vous le disiez à juste titre tout à l'heure, vous le mentionniez, parce que c'est le fait de protéger d'abord les frontières du pays, des États-Unis d'Amérique. Est-ce que vous pensez que, parce que en dehors de du chef de la Chambre des représentants et autres peut-être officiels, l'Américain lambda, il n'a pas eu accès à ces documents classifiés. Donc est-ce que cela joue en faveur, vous le pensez, du président Biden, du campagne du candidat Biden? Oui, et je veux souligner ce que mon collègue vient de dire, parce que c'était ça le pitch le speaker a vendu pour réussir ce vote. Le système, le complexe militaire aux États-Unis, parce que les riches, les CEO de ces compagnies, ils habitent ici à Washington, à New York, en Californie, mais leurs usines sont dans les États rouges, les États républicains, OK? Et le speaker, il a dit avant le vote et après le vote que
que la majorité de financement, c'était pour remplacer l'équipement militaire qu'on a déjà donné à l'Ukraine. Alors, c'est comme ça qu'il a vendu, il a fait le pitch. Et aussi, il a dit quelque chose de très intéressant dans la conférence de presse après le vote. Il savait que la majorité des républicains ne veulent pas dépenser de l'argent pour l'Ukraine avec nos problèmes à la frontière. Mais il a dit, moi, j'ai, je crois, un de ses fils dans le militaire. Il a dit, je préférerais envoyer de l'argent au lieu de nos garçons. Il a dit, my boys, pour la guerre. Et ce message, c'était vraiment clair parce que pour la campagne, comme tu as dit, l'argument de Biden, c'est de lever vieille école. C'est les États-Unis, notre rôle dans le monde, c'est de lutter contre l'autoritarisme, contre la Russie. Mais Trump, il a dit, il faut America first, OK? Et Trump, il a convaincu la majorité des républicains que même avec l'OTAN, nous dépensons beaucoup plus que des autres. Et c'est pas le rôle des États-Unis d'être la police dans le monde. Et je crois que pour la campagne, la majorité des républicains sont d'accord avec Trump. Ils ont dit, c'est pas que nous ne voulons pas être le leader dans le monde. Non, c'est pas le cas. Mais on dépense de l'argent pour aider l'Ukraine d'être indépendant, bien que nous avons à peu près 10 000 immigrés sans papier qui croisent la frontière chaque jour aux États-Unis. Alors, par la campagne, pour les républicains de vieille école, pour les modérés de le Parti démocrate qui croient en le rôle des États-Unis contre la Russie, ils vont soutenir Biden. Mais pour ces gens dans les États républicains, ils vont dire non. Trump, il est pour les États-Unis, il est pour les autres pays, nos alliés, mais il préfère aider et fixer et résoudre nos problèmes d'abord. Et ça, c'est un message très fort pour la campagne. Et donc, on reviendra peut-être un peu plus tard sur la campagne parce qu'il y a beaucoup d'enjeux dans ce plan promulgué par Biden qui sont aussi électoraux. Naturellement, les élections sont dans quelques mois, donc d'ici novembre. Bien sûr, la campagne va commencer un peu avant, mais elle est déjà en cours. Déjà, elle a commencé un peu avec les primaires. On commence déjà à entrevoir quelques tendances avec les sondages ici et là. Mais avant, colonel Saoud, je voudrais savoir, 61 milliards de dollars, qu'est-ce que c'est en termes militaires ? Qu'est-ce que cela représente, en sachant qu'effectivement, il y a un envoi aussi massif d'armes, etc. Tout à fait. Hormis l'argent qui est considéré comme aide économique à l'Ukraine. Oui. Le reste, c'est des matériels. Vous avez qui sont déjà sur place en Pologne. Comme quoi la logistique américaine est l'une des meilleures du monde. Ils sont déjà sur place. Il y a du nouveau. C'est quoi comme matériel militaire? À quoi cela sert? Est-ce que c'est des armes à longue portée? Tout à fait. De quoi s'agit-il? On parle, par exemple, là, le Kremlin, aujourd'hui, il a fait une réaction par rapport à la livraison à Kiev de missiles américains ATACMS. Qu'est-ce que c'est que ces missiles, par exemple? C'est ce qu'ils appellent, Army Tactical System. Okay. Mais c'est une nouvelle portée. Ils avaient des ATACMS de 160 km. Les nouveaux portent à 300. Cela signifie quoi? Qu'on peut frapper sur les lignes arrière du dispositif russe. Selon les Américains, dans la zone occupée par les Russes. Oui. C'est la fameuse ligne rouge. Je ne sais pas si ça va être respecté ou pas, étant entendu que les Ukrainiens maintenant touchent le territoire russe, mais avec du matériel qu'ils ont, que ce soit des drones, que ce soit... ce sont leurs matériels.
Et qu'ils ont fabriqué ou qu'ils ont... Ah oui, ils ont fabriqué des drones à eux, ils ont fabriqué des drones marins, fabrication ukrainienne, c'est une ingéniosité. Évidemment, c'est la guerre qui forme les hommes. Vous avez les Abrams, qui sont des blindés très importants, et vous avez toute la panoplie des missiles, des obus 150, 155 qui sont utiles, parce que nous sommes véritablement dans une guerre d'artillerie lourde. Ah oui, c'est Mais très quand on dit important. que la Russie a l'avantage aujourd'hui, est-ce que la Russie, selon vous, a l'avantage et peut le perdre grâce à cette perfusion militaire des États-Unis, mais pas que, hein. Le Danemark, beaucoup de pays, le Danemark, quelque chose comme 600 millions d'euros aussi d'aide, La Hollande, plusieurs pays européens oui, aussi. tout à fait. Donc cela, quand même, maintient la résistance ukrainienne et permettra, selon vous, peut-être de récupérer une partie des terres qui sont aux mains des Russes aujourd'hui? Je n'irai pas jusqu'à dire que c'est un game changer. Ok, c'est important. Mais, quand même. ça ne va pas changer pour le moment le déroulement de la guerre. Mais ça pourra stopper l'avancée russe. Mais il faut avoir le temps, il faut l'installation des armes, l'installation de tous ces dispositifs-là, parce que quels sont les besoins de l'Ukraine en réalité, Khadija? C'est d'abord les obus, les missiles, mais la défense, la défense, j'y arrive, la défense antiaérienne. Et valeur aujourd'hui, nous sommes dans un rapport de 1 à 5 jusqu'à 1 à 10 en termes d'obus, et en personnel, c'est de 1 à 10. Et donc la ressource humaine est véritablement un problème. Est-ce que vous pensez que le choix qui a été fait par les autorités ukrainiennes de rappeler aussi les citoyens ukrainiens qui vivent à l'étranger ou qui sont hors territoire ukrainien, vous pensez que, parce que ce n'est pas encore totalement effectif, mais vous pensez que s'ils n'ont pas le choix, ils iront jusqu'à obliger des citoyens à rejoindre le front? Vous avez parlé à juste titre des dernières décisions qui s'appellent les décisions consulaires, oui. que les représentations consulaires ukrainiennes ne renouvellent pas les papiers à ceux qui sont sur place. Exactement. Et nous avons vu le rabaissement de l'âge de la mobilisation jusqu'à 20 ans. Et ça, c'est très important parce que ces derniers temps, ils ont perdu beaucoup d'hommes. Les Russes aussi, mais ils ont perdu bonhomme et le rapport évidemment, est assez asymétrique. Si j'ajoute évidemment le besoin, madame, en aviation, les F-16 tardent à venir. Vous voyez, un pays qui fait une guerre sans appui aérien, c'est un gage important. Mais donc, ce renfort est quand même un bol d'oxygène certain qui permettra aux Ukrainiens de respirer, du moins de geler un front, parce qu'il était prévu l'offensive, ce qu'ils appellent l'offensive du printemps russe, qui était aux portes Ce n'est pas un élément déterminant dans le changement du cours de la guerre, encore une fois. Mais du coup, la question, je la posais à la fin de mon préambule, le soutien à l'Ukraine devrait reposer sur quel principe? Aussi longtemps qu'il le faudra? Est-ce que ces pays ont les moyens, les Européens comme les Américains, ou quoi qu'il en coûte le plus tôt possible? Je pense que ce n'est ni l'un ni l'autre, parce que les aléas politiques sont là. L'Europe est à la veille d'élections européennes. Avant même les Américains. Avant les Américains, l'Europe n'arrive pas à se convertir en économie de guerre, comme vous le voyez, et c'est assez compliqué. Je pense que l'essentiel, c'est de contenir l'offensive en attendant, évidemment, de trouver... Mais en tout état de cause, c'est un renfort très important pour l'armée ukrainienne. Et pour preuve, on a vu les réactions russes que vous avez vues aussi. Bon, ils minimisent, comme d'habitude, le Kremlin. Oui, mais... De toute façon, c'est la guerre informationnelle. Là, pour le coup, il se livre réellement une guerre informationnelle aussi agressive que sur le terrain. Il faut signaler que le président Biden a décidé, avant cette aide, de donner des attaques
aux Ukrainiens et les ont utilisés au mois d'avril. En donc Crimée. la livraison imminente, Absolument. etc. Bon, une partie a déjà été livrée en fait. Absolument. D'accord, parce qu'on a parlé de livraison dans les semaines à venir ou voire dans les jours à venir, mais en fait certaines sont déjà sur place. Absolument. Bon, on ne va pas annoncer, encore une fois, c'est des techniques et des tactiques Oui, de guerre. ça, on ne va pas annoncer, ça va arriver à telle date et non, ça va être utilisé le mardi en 17 non, ça c'est le secret de la logistique. Ouais. Il faut que les Russes ne sachent pas quand est-ce que ça va aller, par quel itinéraire ça va aller. C'est une organisation logistique que les Américains maîtrisent absolument. Alors, juste une question peut-être, je vais revenir sur cela avec vous, Carl Windor. Quand Joe Biden, président des États-Unis d'Amérique, parle d'un investissement dans la sécurité du pays, comment, très naïvement, comment assurer la résistance des Ukrainiens face à l'invasion russe peut-elle assurer la sécurité des États-Unis qui sont à des milliers de kilomètres? Bon, peut-être pas pour l'Alaska, mais bon, c'est une autre affaire. Mais comment? Ça, c'est exactement la question qu'on a aux États-Unis. Même ceux qui soutiennent, comme moi, le financement, l'aide militaire à l'Ukraine. Dès le début, le problème chez Biden, c'est qu'on comprend le principe, on comprend le rôle de leadership des États-Unis, surtout pour la question russe. Mais Biden n'a pas articulé une stratégie et une question que beaucoup de gens ont posée. Ils ont dit, OK, on comprend que pour la sécurité de nos alliés, pour la sécurité aux États-Unis, il faut soutenir l'Ukraine. Mais si nous soutenons l'Ukraine pendant presque 3 ans et la Russie gagne, qu'est-ce qu'il y a de différent avec ce paquet d'aide militaire? Oui. Alors ça, c'est le problème. Biden n'a pas expliqué comment maintenant, par exemple, ces 6 mois à venir vont être différents de 6 mois dans le passé, sauf ajouter de l'argent, ajouter de l'équipement militaire. Le problème sans vraiment une solution. La question que j'ai posée, par exemple, l'autre jour, est-ce qu'on a acheté 6 mois de status quo? Et Biden n'a pas encore répondu à ma question. On attendra la réponse. J'espère que vous allez la partager avec nous, Carl Windor, je n'en doute pas. Alors, il ne s'agit pas que 61 milliards. Hein. Le plan, il compte 95 milliards. Donc, on a les 13 milliards de dollars alloués pour une assistance militaire aussi, là aussi, à Israël. Est-ce que là, on ne parle pas d'aide vraiment pour reconstruire ou pour aider financièrement déjà une économie qui est à terre, l'économie israélienne. Mais là, c'est les 13 milliards entièrement pour le militaire, pour aider Israël. Dans ce qui est dit, dans ce qui est sorti dans le texte, c'est l'aide pour le renforcement de l'anti-aérien, c'est-à-dire le dôme de fer et un autre dôme qu'on appelle la fronde d'Abraham, ou je ne sais pas, mais c'est ce qui a été dit comme destination à ce fonds. Mais parallèlement aussi, il faut savoir qu'il y a une aide humanitaire à la cause palestinienne. Elle fait partie aux Palestiniens plus qu'à la cause. Aux Palestiniens. À la cause, bon. Bon, aux Palestiniens, oui. Vous avez raison, c'est destiné aux Palestiniens. C'est bon. Est-ce que vous pensez, colonel Saoud, que... La carotte et le bâton. Exact. Est-ce que... C'est malheureux. Est-ce que vous pensez que... alors, il y a pour le dôme de fer, mais en même temps, on voit qu'il y a une action offensive qui est toujours d'actualité à Gaza. On n'en parle plus depuis l'attaque, enfin la pseudo-attaque des drones iraniens, si on peut les appeler ainsi, hein, de drones ou d'autres missiles, mais aussi une action aujourd'hui dans le sud Liban. Donc là, il y a aussi un soutien d'Israël qui va aussi vers d'autres utilisations que la self-defense. Oui, bon, en ce qui concerne le sud Liban, nous sommes dans le proxy iranien qui a été actionné certainement parce que la riposte iranienne, c'est un échange
entre guillemets, de bons procédés guerriers, si vous voulez. Oui. Et je pense que l'appel à la retenue et à l'aide des escalades marche toujours. Maintenant, l'irrationalité... Enfin, l'appel à la retenue et l'irrationalité vont de pair, j'ai l'impression, quand on parle de politique israélienne de guerre. C'est-à-dire, il y a en même temps l'appel à la retenue et là, l'escalade en même temps. C'est comme si on fait la sourde oreille à tout appel à la retenue des Américains, le plus grand soutien d'Israël. Je parle précisément de l'échange Israël-Iran. Ah. Tout le monde appelle à la retenue, Oui, bon. même si, vous savez, il y a une extrême droitisation en Israël. Le ministre de la Sécurité est un faucon. Et vous avez évidemment le radicalisme iranien, où il n'y a plus de modérés pour essayer de tempérer les ardeurs des uns et des autres. Et là, on attendra l'évolution. Je n'ai pas la boule de cristal, mais en tout cas... on a déjà, quand vous parlez de l'extrême droitisation du gouvernement, il s'agit aussi de l'extrême droitisation de la société. On parle de bipolarité de la société américaine. Si on devait parler aujourd'hui de la société israélienne après le 7 octobre, il y a aussi... je ne dirais pas qu'on va vers les extrêmes, mais les extrêmes sont beaucoup plus audibles, sont beaucoup plus convaincants, même vers les centristes. C'est eux qui dirigent. Même vers les gens de... Comment ? C'est eux qui dirigent maintenant. Absolument. Mais même dans la société, et d'ailleurs, aujourd'hui, il y a eu encore une fois une incursion dans l'esplanade d'Al-Aqsa, que le ministère des Affaires étrangères et de la coopération africaine et des Marocains résidant à l'étranger a dénoncé vigoureusement. Donc là, on sent qu'on est en train de pousser petit à petit les limites. C'est-à-dire, même si ce n'est pas une action officielle, ce sont certainement des orthodoxes ou des gens vraiment de l'extrême droite israélienne, mais ils sont là et les forces israéliennes ne font rien pour les arrêter, pour ne pas encore déclencher, ou en tout cas, c'est une provocation, une énième provocation des Palestiniens, notamment d'Al-Aqsa. Non contenu par le pouvoir israélien. Mais c'est cela, c'est comme cela. Vous venez de oui, le dire. Oui, tout à fait. Mais au-delà de ça, je pense que la question de Gaza est une tragédie jamais vue. Vous savez, on est maintenant à 34 000 morts, 77 000 blessés, des infrastructures détruites. Bah oui, rasées. Les hôpitaux, vous savez, l'hôpital Al-Shifa, aujourd'hui, on continue à tirer encore des cadavres, de la putréfaction. C'est une situation dramatique. Et il y a encore une préparation pour Rafah. Et ça... j'allais vous interpeller dessus, justement. Ça, il faut, malgré... Parce que là, s'il passe à l'acte, après les 13 milliards qu'ils viennent de recevoir aux États-Unis, des États-Unis, ça va vraiment... ça risque d'avoir quand même une onde de choc qui va jusque sur le sol américain. Et aussi, ce qui m'amène en fait à cette question, je vais m'adresser peut-être à Calvin Dark, sur cette montée des tensions, notamment sur les campus américains, sur les campus universitaires américains, Calvin Dark. Qu'est-ce qui se passe aujourd'hui ? Est-ce que nous sommes face à un phénomène déjà inédit ? Est-ce que c'est la première fois qu'on voit qu'il y a autant de mobilisation en faveur du peuple palestinien dans la société américaine et aussi qu'il y ait autant de tensions dans les universités américaines réputées pour la liberté? Bon, les États-Unis, c'est le principe fondateur du pays, c'est cette liberté, mais ces universités américaines qui sont réputées pour le free speech, pour adopter la philosophie que l'on choisit dans la vie, l'idéologie, le groupe ou telle ethnie à soutenir. Qu'est-ce qui se passe? Pourquoi on interpelle aujourd'hui des personnes dans des campus, notamment californiens? Qu'est-ce qui se passe? Rapprochez-nous un peu davantage de la situation sur le terrain et surtout de ses conséquences sur cette polarisation de la société américaine. Oui, ça c'est une question très lourde parce que demain, en fait,
Je suis membre un des conseils d'administration pour mon université, Duke University, à Caroline du Nord. La réunion va être ici à Washington. Et c'est notre réunion normale pour printemps. Mais le sujet, c'est démonstrations. Parce que le problème, c'est que pendant le mandat de Trump, on a eu la même situation, mais le cible, c'était les étudiants noirs. Il y avait des manifestations des groupes racistes qui disaient qu'ils avaient le droit de s'exprimer contre les changements de la société. Il y avait une réaction très forte contre ça, contre le racisme. Et maintenant, il y a des républicains et le lobby, pas le lobby juif, mais le lobby israélien, il y a une différence, qui disent que, OK, c'était le cas avec les étudiants afro-américains, c'était interdit pour que le Ku Klux Klan a des manifestations contre eux. Pourquoi c'est pas la même chose pour les étudiants juifs? Et je sais que Netanyahu et les Iraniens, ils ont manipulé la situation ici aux États-Unis. Ils connaissaient il y a le concept de permission structure. Vous pensez qu'il y a une influence iranienne aujourd'hui aux États-Unis qui est grandissante? Ah oui, mais pas directement. Ils ont dit que, OK, avant les attaques, avant les échanges entre Iran et Israël, il y avait pour la première fois un espace, cette permission structure, c'est-à-dire un cadre où c'était acceptable de dire je soutiens les Palestiniens et je soutiens aussi la sécurité en Israël et je ne suis pas antisémite si je suis contre la guerre entre Israël et Hamas. Au début du conflit, ce n'était pas le cas, mais Chuck Schumer, président du Sénat, juif, américain, il nous a donné cette permission structure parce qu'il a dit il y a beaucoup d'Américains qui sont contre Netanyahu, contre la guerre, mais ça ne veut pas dire qu'ils sont contre la communauté juive. Mais après les attaques, la ligne rouge aux États-Unis, c'est la sécurité d'Israël. Et c'est pour ça qu'on a fait l'aide humanitaire. Il y avait un compromis que la majorité des démocrates ont soutenu l'aide à Israël sans condition s'il y avait des humanitaires pour les Palestiniens. Et maintenant, j'ai peur s'il y a l'attaque à Rafah, c'est très compliqué maintenant parce que Netanyahu, il nous a dit pendant 6 mois, la guerre, c'est pas contre les Palestiniens, c'est pour notre sécurité et maintenant, il a la preuve. Pour la question pour les universités et les étudiants, le problème que j'ai, la majorité des étudiants, leurs objectifs, même il y a des étudiants juifs dans les manifestations contre la politique américaine dans la guerre entre Israël et Hamas. Mais il y a des groupes, et je crois que c'est ça le rôle d'Iran, où il y a des slogans comme Death to Israel, Death to Jewish Students. Et, exact. Oui, ils sont la minorité, mais si je suis étudiant juif et je dois... Calvin, il dit, je ne suis pas contre les étudiants juifs, je suis contre le plan Netanyahu à Gaza, mais il y a un autre étudiant à côté de moi qui en dit From the river to the sea. Ça, pour les étudiants juifs, ils disent que ça, c'est une menace. Je ne crois pas que la société américaine est assez sophistiquée pour faire la différence. Et maintenant, il y a des étudiants contre Israël. Selon les républicains, ils sont antisémites et vice-versa. Et c'est pour ça qu'il y a le problème sur les campus aux États-Unis. Est-ce que, selon vous, à quelques mois des élections aussi, il y a cette question qui risque vraiment de peser sur les élections, contrairement aux autres élections où il y avait des tensions au Moyen-Orient, où il y avait des tensions plutôt au Proche-Orient. Mais là, vraiment, on a l'impression, en suivant un peu les débats aussi sur les médias américains, mais aussi sur les réseaux sociaux, on a l'impression que cette guerre aujourd'hui risque d'être aussi décisive en novembre pour le prochain président des États-Unis. Et là, vraiment, ce serait historique et inédit. C'est-à-dire un conflit va finalement décider... Ce n'est pas les États-Unis qui vont décider d'un conflit, mais là, pour le coup, est-ce que ce ne sera pas un conflit qui risque vraiment d'être décisif dans le choix du prochain leader de la première puissance mondiale?
Oui, et j'ai les trois dynamiques. Et c'est pas très connu en dehors des États-Unis, mais voici la situation. Yeah. Comme avant, la politique étrangère n'est pas une priorité pour les électeurs américains. Exact. C'est pas le cas, OK? Ça, c'est une chose. Mais deuxième chose, et j'ai vérifié les chiffres avant le programme pour vraiment, il y avait entre 80 000 et 100 000 votes qui a fait la différence pour les élections en 2020. Biden, il a gagné 7 millions de votes plus de Trump. Mais dans notre système électoral, il y avait 100 000 votes dans à peu près 6 ou 7 États swing qui a vraiment changé l'élection. Ça, c'est dynamique 2. Et si, par exemple, dans ces campus, s'il y a 100 campus aux États-Unis, et il y a 500 étudiants sur chacun qui disent que je ne soutiens pas Trump parce qu'il est pire que Biden pour le Moyen-Orient, mais je reste à la maison parce que j'ai des problèmes, parce que la situation humanitaire contre Biden, ça peut être la différence. OK? Alors, c'est pas que la question c'est si important, c'est inédit. Non, c'est que ces petits changements pour les électeurs peuvent changer la situation. Et la troisième chose, et ça, c'est pour les jeunes. J'ai parlé à beaucoup de jeunes. Je suis allé à Dearborn, Michigan, le epicenter de Abandon Biden Movement de la communauté arabo-américaine. Si Biden avait dit, voici ma position, je suis pour Israël 100%, si vous n'êtes pas d'accord, il faut voter contre moi, choisir autre candidat. S'il avait fait ça, il y aura un mouvement contre lui, mais pas assez fort. Le problème avec les gens, les jeunes, l'hypocrisie pèse plus lourd que la position. L'hypocrisie, c'est le problème. Que Biden, maintenant, chaque jour, il dit aux étudiants sur TikTok, dans les discours de la campagne, il est contre Netanyahou. Il a bien engueulé Netanyahou sur la situation humanitaire. Il soutient l'État, la solution de 2 États. Mais il oublie que les étudiants ont accès à l'Internet. Ils peuvent voir ce qu'il fait en réalité. Exact. Et cette hypocrisie, c'est le problème parce que Biden avait se retiré de la vie politique après être vice-président. Mais il est entré dans la politique contre Trump en 2020 parce qu'il a dit il faut restaurer la dignité et le sens moral à la Maison-Blanche. Et maintenant, il a des questions pourquoi les jeunes sont contre lui parce que sa politique. Et ça, pour ça peut vraiment changer l'élection. Autre chose qui peut changer aussi l'élection, c'est ce TikTok ban, et ça fait également partie de quelque chose, j'ai envie de dire, d'assez inédit aussi, colonel Saoud. C'est est-ce que la Chine aujourd'hui mène à son tour, j'ai envie de dire, une guerre, une sorte de guerre d'influence contre les États-Unis sur son propre sol, avec les dizaines de millions d'utilisateurs de TikTok aux États-Unis? Évidemment, la cyberguerre, elle est prégnante entre ces deux pays-là. C'est quoi la cyberguerre pour les gens qui ne sont pas très connaisseurs des techniques? Comment cela se passe? Est-ce que c'est des techniques de manipulation, de fausses informations? Comment? C'est assez hybride aussi. Oui. Mais il y a le côté informationnel, oui. Il y a la distillation des fake news, et puis l'intervention dans les élections. Vous vous rappelez les élections de la dernière fois où oui. la Russie était bien impliquée. Oui. Et donc c'est un tas de processus dans la politique. Mais il y a aussi cette guerre économique. Et la guerre économique, le cyber fait partie de cette guerre, surtout entre ces deux géants. Et dans les intérêts des uns et des autres concordent quand même, parce que la Chine a besoin des États-Unis et vice-versa. Et la Chine détient 1500 milliards c'est une espèce de dette extérieure, de bons de trésor. Elle ne peut pas les enlever parce qu'elle va être en faillite aussi. Donc, c'est ça à peu près. Pour le TikTok, il faut savoir que c'est quand même
170 millions d'Américains qui en usent. Et deuxièmement, le plus grand pays cybersouverainiste, c'est la Chine. Oui. Depuis 2009... Quand vous dites cybersouverainiste, ça veut dire ByteDance, donc la maison mère de TikTok qui est chinoise, même bien si sûr. Ils disent que le management et puis les fonds sont aussi sur le sol américain, que la donnée ne sort pas du sol américain. C'est ça les arguments de défense de ByteDance. Donc ce que vous dites dans le souverainisme, c'est que jamais la Chine ne va vendre. À mon avis, non. Je vais vous dire pourquoi. D'abord, c'est elle qui a interdit Facebook, Twitter, et puis Instagram. Google, Wikipédia, name it. Et tout dernièrement. Ils ont accès à rien si ils utilisent leur propre VPN en Chine. Et tout dernièrement, évidemment, le WhatsApp. Exact. Vous savez, quand vous allez en Chine, il y a un édifice de cybersécurité qui dépasse les 20 000 personnes. Oui. Mais pas pour la sécurité, c'est pour autre chose, c'est pour le travail justement de guerre économique. Et il faut savoir que l'Internet souverain chinois est écrit en mandarin. Allez le traduire. Bon, il y a de plus en plus d'étudiants aussi étrangers qui apprennent le mandarin. La masse d'information est très compliquée. Oui, absolument. Mais vous avez dit quelque chose d'intéressant. Si la Chine, Calvin, la Chine interdit Facebook, ça se comprend. WhatsApp, Instagram, enfin Meta de manière générale, on ne fait pas de pub, mais bon, c'est là, ils sont là. Comment le pays libre que sont les États-Unis peuvent interdire un réseau social? Oui, premièrement, je dois dire de manière personnellement, grâce aux créateurs marocains sur TikTok, je suis au courant de l'argot Derija Maghrebia, la nouvelle recette pour la cuisine marocaine. Alors, pour moi, TikTok est essentiel. Mais pour le projet de loi et maintenant la loi contre TikTok, l'objectif, c'est politique. Pourquoi? Une des faiblesses pour Biden, selon les républicains, c'était qu'il n'était pas sérieux quand il s'agit de la menace de la Chine. OK? Et Biden savait qu'il faut se méfier parce que nos relations économiques, c'est très difficile à manipuler ça. Alors, avec TikTok, c'est facile. Et Biden, il dit que son argument, c'est TikTok, c'est pas le problème, mais il y a la menace sécuritaire, la cyberguerre possible avec la Chine. Le problème, c'est que il dit ça sur TikTok quand il essaye de gagner le soutien des jeunes sur TikTok maintenant. Je suis allé sur la page TikTok de Biden et lui, Kamala Harris, il publie des vidéos. Alors, s'il veut convaincre les jeunes que le TikTok ou la maison mère chinoise de TikTok, c'est vraiment la menace, mais ils sont en train de faire la campagne sur TikTok. Ils n'ont pas le choix. Les gens savent, oui, et les gens savent qu'il y a les raisons politiques. Et je dois signaler aussi que Donald Trump, il est très, très doué avec la manipulation de la culture américaine. Parce que maintenant, sa stratégie, maintenant jusqu'à novembre, c'est de ne pas avoir des positions claires. Et c'est pour ça qu'il gagne dans les sondages. Par exemple, pour l'avortement, il a dit, je ne suis pas contre, je ne suis pas pour. Il s'agit de la décision des États. Okay? Pour TikTok, c'est lui qui a essayé de faire le executive action de stopper TikTok quand il était président. Mais maintenant, il a dit, oui, je comprends les jeunes, ils ont beaucoup de leurs petites entreprises sur ça. C'est vraiment la honte que Biden a fait ça contre tous ces jeunes parce qu'ils savent que ces jeunes vont pas changer le vote pour Trump. Ça, c'est impossible. Mais ils savent que s'ils restent à la maison, ces partisans MAGA, ils vont voter. Ils vont voter 100%. Alors, sa stratégie, c'est de décourager les jeunes de soutenir Biden, soit pour Israël-Gaza, soit pour TikTok, ou soit pour le fait qu'il n'a pas réussi avec son plan de fixer le système des prêts éducatifs pour l'université. Et il a réussi ça. Il est en train de réussir. Même, il est dans son procès criminel
scandaleux maintenant. Il gagne dans les sondages parce qu'il sait comment manipuler la société américaine avec un non-position. Alors, avec un nom aussi, bon, on va terminer peut-être sur ça, une note un peu légère, mais bon, qui n'est pas si légère que cela. Taylor Swift va-t-elle faire basculer ces élections américaines? Ça peut vraiment relever d'un film américain, mais c'est la réalité aujourd'hui. Beaucoup d'analystes en parlent. Cette artiste américaine qui est aujourd'hui la plus populaire, est-ce qu'elle peut jouer en faveur des démocrates? Oui, sans doute. À tel point qu'il y avait un groupe de républicains dans la Chambre des représentants qui a étudié la question s'il y avait des lois contre l'influence de Taylor Swift pendant le Super Bowl. Pourquoi? Le Taylor Swift, il ne faut pas que, par exemple, dire « je suis pour Joe Biden, il faut voter Joe Biden ». Ça, ce n'est pas le jeu. Elle ne va pas faire ça parce qu'elle ne veut pas affecter son soutien parmi les républicains. Ce qu'elle va dire à ces jeunes, il faut voter, OK? Elle a fait ça pendant les élections de 2020. Oui. Et 2020. Je crois que après 48 heures, plus de 3 millions de jeunes ont fait l'inscription pour voter. Oui. Exact. Et la campagne Trump savent que la majorité de jeunes vont voter pour les démocrates. Alors, elle ne doit pas dire « je suis pour Biden ». Si elle dit justement « il faut voter », ça c'est la responsabilité du citoyen, ça va écraser la campagne de Trump. Et c'est pour ça qu'ils ont peur. Merci beaucoup, Calvin Dark. En tout cas, excellente analyse comme d'habitude. Et c'est sûr que, en fait, c'est chaque jour, chaque heure, il y a de nouvelles surprises. Vous avez parlé de ces trials, de ces affaires que traîne, de ces affaires judiciaires que traîne le candidat Trump. Dont celle justement de l'immunité qui se traite en ce moment même au niveau de la Cour suprême et d'autres d'ailleurs. Mais en tout cas, c'est sûr qu'on va vivre un feuilleton électoral en marge et avant même ces élections présidentielles américaines qui est des plus palpitants et ce sera certainement avec vous pour nous rapprocher davantage de ce grand rendez-vous clairement dans la démocratie mondiale. Merci beaucoup, Calvin Dark. Je vais avoir un doctorat en loi avant que ça c'est fini avec Trump. C'est sûr. Merci. Merci beaucoup. Merci à vous également, colonel Hassan Saoud. Toujours un plaisir. Et merci à vous de nous avoir suivis. Très bonne soirée à tous.